Vous regardez Télé-Sud, bonjour à tous. Elles représentent la moitié de la population mondiale. Comme les hommes, elles sont chefs d'État, d'entreprise, joueuses de rugby, astronautes, comédiennes, pompiers, boxeuses, réalisatrices, chercheuses. Oui, comme les hommes. Du moins sur le papier, parce que la réalité est tout autre. Je ne vous apprends rien. Dans notre monde, dans nos sociétés, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Malgré les exemples que je viens de citer, qui reflètent plus l'exception que le nombre, les femmes sont toujours sous-représentées, et cela à tous les niveaux. Pourquoi ? Parce que face à elles, toujours les mêmes obstacles immuables, qu'ils soient juridiques, culturels, économiques ou peu importe, il ne peut plus y avoir d'excuses. Une femme doit pouvoir affirmer ce qu'elle veut et le faire, sans image stéréotypée, sans ce biais sexiste qui réduit une personnalité féminine à son genre ou à son sexe. Aujourd'hui, changer les mentalités ne suffira pas, il faut plus. Il faut que ça passe par l'éducation, la jeunesse, notamment les hommes, c'est aussi de leur avenir dont on parle. Mais il y a malheureusement des barrières infranchissables. Certains ne changeront jamais ou pas avant un très très long moment. Mais une femme restera une femme avec ce qu'elle représente de plus exceptionnel. Écoutons le slogan des féministes islandaises. Ne changeons pas les femmes, changeons la société. Là est la question. Une société égalitaire peut-elle se faire sans un changement de société ? On en parle juste après ça. Christelle Delarue, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère à l'UNESCO pour l'égalité des genres, mais pas que, parce que vous êtes aussi la présidente de l'association des Lyonnes, membre de la task force de la ministre Marlène Schiappa contre les violences faites aux femmes et ex-porte-parole internationale de Women's Safe. On va dire que la lutte pour l'égalité est quelque chose qui vous concerne et qui vous tient à cœur. Hein. Avant de regarder le premier sujet que je vais vous présenter, quelle est la différence entre lutte pour l'égalité et le féminisme ? Aucune. D'accord. Alors pourquoi on ne dit pas le féminisme ? En fait, il y a une loi pour l'égalité, l'égalité salariale, l'égalité entre les hommes et les femmes. Malgré tout, il y a des obstacles et on n'y parvient pas. On devrait attendre 2134 pour que l'égalité réelle soit pleine et entière. Donc le féminisme existe pour atteindre cette égalité. Donc la lutte pour l'égalité et le féminisme est absolument lié. Les féminismes sont pluriels parce qu'il y a autant de femmes qu'il y a besoin de féminisme pour le porter. D'accord. Et la féministe de 2022, enfin les féministes de 2022, parce que, petit aparté, vous m'avez repris tout à l'heure en me disant les féministes, c'est pas que les femmes, c'est les hommes aussi, c'est un mouvement, c'est une lutte. Les féministes de 2022, quelle est leur différence avec ceux des années 60 l'image qu'on a un petit peu caricaturale de la femme enragée qui manifestait et qui bousculait les codes de la société. D'ailleurs, est-ce qu'elle pouvait faire autrement ? C'est les mêmes ? Ce sont les mêmes ou il y a quand même des choses qui ont évolué ? Non, elles évoluent avec l'histoire. Nous représentons la 4e génération de féministes aujourd'hui. Donc nécessairement, le fruit de ce qu'elles ont porté est en nous et avec les vies que l'on a actuellement. On doit dépasser nos propres obstacles et par-delà, comprendre ce qu'elles nous ont apporté. Donc on va dire que peut-être qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut s'emparer d'un nouveau collectivisme peut-être pour pouvoir porter nos combats au jour le jour. Mais la caricature dont vous faites aujourd'hui allusion, je pense qu'elle est encore présente pour beaucoup de féministes aujourd'hui, car encore trop on nous caricature pour nous faire éteindre notre voix. Alors, on va parler des réseaux sociaux, on va parler des féministes 2.0. Mais ce que je vous propose d'abord, c'est de regarder un sujet qui revient un peu sur la situation et on se retrouve juste après. Si à l'issue des élections municipales, tout le monde s'est réjoui de voir des femmes prendre la tête de 5 des 10 plus grandes villes françaises, il ne faut pas oublier que derrière ces victoires, de nombreuses inégalités continuent de caractériser la situation des femmes partout dans le monde. Que ce soit à cause des coutumes, des croyances religieuses ou des considérations économiques, nulle part les droits des femmes ne sont définitivement acquis, y compris dans les pays où leurs droits semblent mieux reconnus, mais où les structures de pouvoir, les représentations, les pratiques témoignent de la vivacité et des résistances au patriarcat. Rien qu'en politique, les femmes continuent d'être sous-représentées. 1/4 seulement des parlementaires sont des femmes à travers le monde. Les préjugés perdurent. Opponents, they say Vjosa can't do it because she's a woman,
My answer is I can do it precisely because I am a woman. Pourtant, la deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par de nombreux progrès pour les femmes, avec des lois visant à assurer la parité dans beaucoup de domaines et à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Mais les lois ne suffisent pas. Les inégalités sont toujours là au quotidien, dans tous les domaines, au point que de plus en plus de femmes se disent prêtes à agir hors la loi. Nous demandons l'égalité! Nous demandons l'égalité! Pour elles, dialoguer, convaincre ou bien même punir n'est plus suffisant. Être une femme aujourd'hui, c'est agir de façon engagée pour changer radicalement de rapport au monde, à l'autre, avec pour ambition de construire une société où le respect et le bien-être de chaque être humain et de l'environnement en deviennent la pièce maîtresse pour que ce combat soit celui de tous. L'égalité homme-femme est un droit et c'est une nécessité pour l'humanité. Christelle, le sujet termine par un droit et une nécessité pour l'humanité. Mais est-ce que ce combat peut être le même pour toutes les femmes ? La jeune fille de 20 ans à New York qui défile sur la 5e avenue, elle n'a pas les mêmes problèmes que la femme de 50 qui travaille dans un village isolé du Vietnam. Je pense qu'on ne se bat pas pour nos droits personnels, on se bat pour les droits des femmes. Il y a autant de femmes qu'il y a d'obstacles à franchir. Et c'est ce mouvement et cet esprit collectif qui doit ressembler à la moitié de la population mondiale. Donc parce que nos droits sont à chaque fois en péril, dès qu'il y a une crise sanitaire, économique, politique, les femmes se regroupent et font entendre leur voix. Elles crient, elles agissent, elles montent sur la table, elles renversent des systèmes pour faire entendre les droits des femmes. Et on ne se bat pas uniquement pour nous. On représente la voix des femmes. Et c'est ça qui rend le féminisme beaucoup plus fort, en fait. Parce qu'on se bat tout autant pour une femme qui ne nous correspond pas, qui ne nous ressemble pas. Plus fort par rapport à quoi ? Au féminisme de la 3e génération ? Non, il prend une caisse de résonance plus forte parce que vous, en tant qu'homme, vous avez entendu parler du féminisme de votre mère, de vos sœurs, de vos tantes. Et en même temps, vous avez des filles, probablement, et des enfants qui doivent ériger aussi ce combat nouvellement. Chaque génération pousse davantage le féminisme pour aller plus loin. Malgré tout, nos droits sont toujours en péril et en danger. Donc, il faut absolument que chacune représente la voix d'une autre. Mais alors, c'est quoi, là, maintenant, en 2022, quel est le frein majeur à l'avancée du féminisme, à l'accession de cette égalité des droits ? C'est la société en tant que telle, c'est l'immobilisme, l'éducation, l'homme, moi, c'est qui ? C'est le système. Le système ? C'est le système. Qui inclut quoi, ce système ? Le système inclut des biais sexistes, un patriarcat, une masculinité toxique et des enjeux de pouvoir qui émanent d'un corpus masculin, blanc, hétéronormé, très puissant et qui est immobile. Donc, casser ce système, c'est réussir à mettre en place des femmes qui ont une autre façon de voir le monde et aussi hacker le système, agir, entreprendre pour changer la communication, la société, l'image qu'on renvoie aux femmes. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez la 4e génération de féministes. Donc on peut imaginer que ça fait un siècle, plus d'un siècle, que le féminisme agit. Et je crois qu'au tout début, c'était pour le droit des votes. C'est un peu le droit de vote, bien sûr. Le départ. Mais ça veut dire que quoi ? Si vous êtes encore en train de vous battre pour ces droits, ça veut dire que les choses n'avancent pas, ça veut dire que... à vraiment petit pas, c'est que ce système est indestructible, c'est quoi ? Il va falloir longtemps. C'est un combat qui est long, qui est malheureusement lent. On aimerait qu'il aille plus vite. Mais peut-être que le premier symbole, c'est l'égalité salariale. Peut-être que si on revient à une question d'argent, les femmes ne sont pas payées au même salaire à égalité que les hommes. Les femmes sont davantage dans des métiers liés aux soins. Les femmes malheureusement exercent plusieurs jobs et les femmes ont la charge des enfants et du foyer. Donc si elles sont moins payées pour en faire plus, on est quand même dans une société qui est absolument disparate. Il y a quand même des endroits dans le monde où l'égalité existe. L'égalité. On a la naïveté. Alors, c'est difficile pour un homme de plus de 25 ans comme moi de parler de ça. Non, mais parce que tout de suite, on va me dire oui, mais tu as une vision d'homme. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, dans les grandes villes, dans mon entourage proche, dans les beaux quartiers de New York, on a tendance à imaginer que l'égalité existe. Je vais faire une aparté vraiment personnelle. Je n'ai pas le sentiment que ma femme ne soit pas mon égale. Alors je pense qu'on a la sensation
on a la croyance. Je lui ai posé la question avant de l'affirmer. On a la sensation que ça va, et c'est normal, c'est humain, parce qu'on ne peut pas voir que des choses tragiques et énormément de menaces tout le temps. On a la sensation, on a l'esprit de vouloir croire que ça va. On est tous d'accord pour dire que la paix dans le monde, c'est bien. Malgré tout, elle n'existe pas. Et l'égalité, c'est la même chose. C'est un humanisme, le féminisme, qui vise à penser qu'il faut faire attention à ce bien commun qui est la protection des femmes dans le monde. L'accès à l'éducation, l'accès aux ressources à travers le monde et aussi à un salaire égal. Malheureusement, ce n'est pas vrai partout dans le monde, même si cette croyance est là et que les hommes participent aussi d'un certain féminisme et que les petits garçons sont de mieux en mieux élevés. Il faut quand même se résoudre à regarder la question de l'égalité réelle. L'utopie sur l'égalité est belle, la réalité est tout autre. Vous êtes en train de me dire quoi? Que si on fait des cas particuliers, ça déforme la réalité? Absolument. Si on regarde les cas particuliers de toutes les femmes, nous ne sommes pas dans une société égalitaire. Si on regarde la question de l'égalité, c'est sur nos devises citoyennes. Nos devises, c'est important de regarder que fraternité, égalité est là, mais malheureusement, c'est la fraternité qui l'emporte. Et vous allez me parler de la sororité, alors. On parle de la sororité parce qu'on aimerait alors, aussi que les femmes... ce qu'est la sororité, c'est la fraternité version fille. Parce qu'il y a beaucoup de cousine, oui, parce qu'il y a beaucoup de fraternité. Et les femmes sont fraternelles, on aimerait que les sœurs aussi représentent une force aussi importante que celle des frères. Donc la sororité vise à rassembler les femmes sœurs. Alors, on le disait, ça fait plus d'un siècle que le féminisme vraiment est actif, même si on peut remonter bien avant, mais bon, on va... Dans quel domaine l'égalité a le plus progressé? Parce que j'imagine quand même qu'il y a des pans de la société où ça a progressé, peut-être pas autant que les femmes, enfin les personnes concernées, donc les féministes dans leur ensemble le voudraient, mais il y a quand même eu des avancées. Alors oui, il y a des avancées évidemment sur nos corps, la pilule, c'était quand même une énorme avancée pour l'égalité homme-femme sur la conception. Malgré tout, je dirais que l'égalité la plus importante, je le rappelle, ce sont les salaires, ce sont les femmes à des postes aussi de gouvernance pour que nos entreprises ressemblent davantage à la société. On sent aujourd'hui qu'on avance sur la culture, la communication, les médias. En réalité, c'est très très lent. Si vous prenez par exemple l'industrie publicitaire, 82% des hommes sont experts dans la publicité. Alors, si vous allez dans les chiffres, j'avais noté 2-3 petits chiffres juste pour clarifier un petit peu. Les femmes chefs d'État, elles sont 21 dans le monde, sur à peu près 200 gouvernements. Les femmes chefs d'entreprise de grandes sociétés sont 36%. Et un chiffre, vous parlez de culture, un chiffre qui m'a étonné, vraiment, je n'avais même pas conscience. Vous connaissez le point commun entre la Palme d'Or, les Oscars et les Césars? Ouais, ben non, c'est une femme à chaque fois qui a été récompensée. Alors on va les citer parce qu'elles ne sont pas beaucoup, donc au moins le faire. Jane Campion, Palme d'Or en 93 pour les leçons de piano, Tony Marshall 99 pour Vénus Beauté et Kate Bigelow pour Des mineurs en 2010, les Oscars. 3 seulement. Ouais, 3 seulement. C'est assez surprenant quand même. Les chiffres sont là, on les a maintenant, ces chiffres. Auparavant, on n'accédait pas aussi bien aux chiffres. Le numérique, Internet nous permet quand même de quantifier, de nombreuses études existent, les pays sont quand même proches les uns des autres pour avoir ces chiffres, et ça pourrait être une compétition saine et éthique pour l'égalité. Or, on sait que le chiffre, c'est 2134. Pourquoi 2134 ? Si on ne fait rien, en 2134, on va approcher l'égalité. Mais pourquoi 2134 ? Pourquoi pas 2200 ? Parce que les pays ont du coup donné leurs chiffres et avec la progression des femmes sur des postes de gouvernance par exemple, l'accès aux filles à l'éducation, globalement on sait que dans les pays du Nord, 2134 pour le coup en France. Dans les pays du Nord ? Absolument. D'accord. Ça, on est pas tous. Là, vous parliez justement de la numérisation, enfin le partage d'informations. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, justement, la communication ultra rapide comme ça, c'est la meilleure arme dont disposent les féministes, les activistes, tous ceux qui veulent lutter pour l'égalité ? Alors, ce n'est pas une arme, je pense qu'en fait, c'est un moyen. Il faut regarder aussi peut-être Elle peut faire du mal dans les deux sens. Oui, mais sans tomber dans la caricature du tribunal médiatique, il faut regarder la société dans laquelle on est, qui est basée sur l'image.
Et si vous aviez dans votre reportage le symbole des Femmes, qui est un symbole très fort, les Femmes ont écrit sur leur poitrine des messages d'activisme, et c'est comme ça qu'on a fait attention aux Femmes et à leur combat. Donc la société de l'image dans laquelle nous vivons... Non, c'est un combat. C'est vraiment, c'est pas de la provocation. D'ailleurs, elles sont décriées par d'autres femmes. Et il y en a qui ne cautionnent pas forcément ça. Chacune peut trouver en différents mouvements féministes le sien. Moi, je supporte absolument les Femmes, et pour le coup, je les soutiens même quand elles font des actions au tribunal. Je pense que c'est important aussi d'avoir ces images de femmes guerrières qui ne lâcheront pas sur le combat du féminisme. C'est important, ça donne de la force et de la puissance. Vous parliez de girl power quand on s'est appelé. Ça fait du bien, en fait, de se dire qu'il y a un girl power qui existe. Malgré tout, c'est un joli symbole pour dire aux filles, tu peux y aller, mais on ne leur donne pas les armes. C'est une façon de prendre les armes et de sortir de la norme. Là, les Femmes sont des jeunes femmes. Plus généralement, est-ce que la jeunesse, femmes, hommes, vous en parliez tout à l'heure, des jeunes hommes, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est... encourageant? Est-ce qu'ils ont conscience de certaines choses? Est-ce que c'est un espoir véritablement pour la lutte? Ah oui. Et je pense que c'est important de se penser comme ça dans le monde. On n'est que de passage. Si on éduque bien, on forme bien dans nos entreprises, on éduque bien à la maison des petits garçons et des petites filles de la même manière, il y aura des potentiels et des chances qui seront beaucoup plus grandes. Je pense que c'est la question du choix et la question de l'opportunité qui est à repenser dans nos modèles. Malheureusement, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes choix, les mêmes opportunités, les mêmes chances. Donc, quand on regarde la nouvelle génération de près, elle est beaucoup plus responsable et elle cherche à questionner le monde beaucoup plus tôt que nous. Elle me semble aussi beaucoup plus informée. Bien sûr, l'accès, encore une fois, aux médias, à la société d'information, le numérique de plus en plus, ils sont vraiment désireux de s'engager pour une société meilleure. Et à chaque fois, une génération en pousse une autre à faire comprendre que vous n'avez pas fait assez, nous allons faire à votre place. C'est ça qu'il faut regarder. Et ça, c'est la résultante de MeToo, Balance ton porc. C'est aussi ces jeunes qui se sont révoltés, qui ont accompagné ce genre de mouvement. Est-ce qu'il y a 30 ans, il y aurait eu le même engouement? Enfin, le même engouement, on ne peut pas parler d'engouement, mais est-ce qu'il y aurait eu la même énergie? Et d'ailleurs, plus généralement, ces deux combats, MeToo et Balance ton porc, qui sont en fait qui critiquent le harcèlement sexuel et qui le dénoncent, est-ce que ça n'a pas un peu occulté et gêné la parole du mouvement plus général de l'égalité homme-femme? Non. Parce que ces mouvements-là peuvent concerner aussi des hommes. On l'a vu avec des acteurs américains qui... On est toujours là pour dire qu'il y a aussi des hommes qui, peut-être, seraient harcelés par des femmes. Mais quand on regarde les proportions, globalement, le monde harcèle les femmes sexuellement davantage, et ce sont plutôt des hommes qui le font. Pour revenir sur MeToo et Balance ton porc, c'était la même énergie qu'avant. La seule différence, c'est que les femmes se sont reliées digitalement, et elles se sont reliées pour faire parler cette voix, l'union fait la force. Cette colère. Voilà, exactement. Avant, on descendait dans la rue, on s'appelait pour descendre dans la rue. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les images, et il y a aussi des mails ou des liens. Donc, le digital est un moyen de se rassembler à travers le monde. Les femmes de la Women's March à Washington avaient démarré aussi ce mouvement très bien. MeToo, c'était 10 ans auparavant qu'ils ont essayé de porter plainte, de faire monter les dossiers contre Harvey Weinstein. Donc ça datait déjà juridiquement. C'est le fait que la justice ne soit pas au rendez-vous qui fait malheureusement trop patienter aussi les femmes. Et au bout d'un moment, elles sont au-delà de la colère, elles ont besoin de passer en réparation et de traverser ce traumatisme pour être plus solides et plus reliées. Donc on n'a pas suffisamment pris soin de ces femmes victimes. Elles se sont réunies et les cercles de parole à chaque fois démontrent bien qu'il y a énormément de femmes qui ont besoin de parler. Donc MeToo et Balance ton porc, c'est la libération de la parole des femmes dans tout le monde. Tous les pays se sont emparés de cette question-là. Et ensuite, elle est tombée à un niveau systémique pour faire comprendre que dans toutes les branches de notre société, il y avait des MeToo. Dans le sport, dans les médias, dans la culture, dans la politique, dans les entreprises, partout. Donc il faut regarder son sujet dans son industrie ou dans son métier ou dans sa vie pour se rendre compte qu'il y a d'une blague, d'un cliché, d'un préjugé, ensuite le dépassement de la loi qui vise à atteindre, toucher les femmes. Tout à l'heure, vous disiez que toutes les femmes s'étaient unies et que c'était donc mondial. Là, maintenant, ce que je voudrais, c'est vous proposer de regarder un sujet au Burkina Faso d'une jeune femme
alors, elle a un autre combat, c'est de se faire respecter professionnellement et de se rendre crédible professionnellement dans un métier qui est en principe destiné aux hommes. Un métier de mécanicienne, on regarde. Derrière ce sourire se cache une jeune fille dynamique et ambitieuse. La mécanique à 2 roues, considérée comme une activité du sexe masculin, Kadi Alizatu Ouedraogo veut casser les préjugés. Il y aura des femmes qui font ça, mais le travail là, il n'y a pas à faire de femmes et puis garçons. Ce travail là, les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent faire sans problème. Bien vrai, dans le travail là, il y a physique, mais c'est l'expérience là qui domine le plus au niveau de la mécanique là. Je rassure les clients, donc beaucoup me font confiance, ils viennent me donner leur moto, ils reviennent chercher, il n'y a pas de problème, ils me font tellement confiance, même s'il n'y a personne ici, ils me laissent les engins là. C'est ici, à la clinique moto, qu'elle a commencé son apprentissage en 2014 à Ouagadougou après avoir quitté les bancs en classe de seconde. Dès lors, Kadi est une fille épanouie qui inspire d'autres. Ces vacances passées là, il y a une fille qui est venue passer ces vacances là avec moi. Elle a aimé ce que moi je fais là, donc elle a préféré venir apprendre quelque chose avec moi aussi, et puis en même temps passer ses vacances. Même si certains clients mal intentionnés essaient de la distraire, la jeune Burkinabé ne se laisse pas entrer en tentation. La mécanicienne donne la priorité au travail, toute chose que les clients et ses collaborateurs apprécient. 4 ans qu'elle est là avec moi, mais en tout cas, bon, ça va. Avec son travail, en tout cas, ça va. Il n'y a pas de problème. Elle arrive à s'en sortir un peu. Sinon, je sais que c'est difficile avec les filles, bon, mais avec elle, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Pour le moment, Kadi exerce son métier de prédilection dans l'entreprise de son père, mais la jeune fille ambitionne travailler à son propre compte dans les années à venir. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Bravo. Oui, bien sûr. Bah, une femme qui avance dans un univers masculin, c'est 100 femmes qui peuvent le faire demain. Je pense que c'est nécessaire. Ce que je retiens, moi, là, dans ce sujet, c'est le partage. C'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'elle elle est au cœur de peut-être l'avenir d'autres jeunes filles, qui un exemple en amène un autre. Et c'est important, en fait, c'est la transmission. Oui, elle devient une sorte de rôle modèle pour d'autres jeunes filles. Elles peuvent se dire que c'est possible. Et dans le reportage, elle dit très bien, c'est une question d'expérience. Il n'y a pas de différence entre un homme ou une femme mécanicienne, finalement. C'est une question d'expérience. Je me suis formée, je me suis dit que c'était possible, j'y suis allée. Et elle se rend compte après qu'il y a d'autres femmes qui auront envie d'y aller. Et donc, du coup, elle est une sorte de rôle modèle. Et en plus, accessible, parce qu'elle est dans son expérience, dans sa vérité. Alors, il y en a d'autres aussi, des jeunes femmes qui sont féministes, mais qui sont en fait anti-féministes. En préparant l'émission, j'ai été surpris. Et alors, je pensais qu'on était sur des gens qui manipulés idéologiquement ou autres. Non, des jeunes filles, beaucoup aux États-Unis apparemment, dans des pays anglo-saxons. Je vous lis une phrase, il y en a une qui dit « Je n'ai pas besoin du féminisme parce qu'elle rejette la féminité, mais essaye de féminiser les hommes, réclame l'égalité, mais demande en fait en réalité un traitement de faveur. » Alors, c'est caricatural, je sais, et vous le savez aussi qu'il y en a plein qui le pensent. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ? En fait, je trouve ça dommage parce que la rhétorique elles agissent dans le contre. En fait, elles ne racontent pas, du coup, quelle est, elle, son expérience et ce qu'elle souhaite. Elle se positionne contre les féministes. Donc c'est assez évocateur d'une représentation de la polarité. Et donc les anti existent, malheureusement, pour contrer les discours de ceux qui sont pour une transformation. Les féministes veulent transformer la société, les antis veulent détruire des transformations de société. Donc il y a beaucoup de masculinistes, de jeunes femmes qui sont éduquées contre les féministes parce que justement, il faut qu'elles restent bien dans une cloche, bien jolie, gentille et docile. Eh bien, peut-être que dans son expérience, elle n'a pas besoin de casser cette cloche. Demain, on verra la vie qu'elle aura et si elle n'a pas dépassé cette pensée-là. Donc en fait, on revient toujours à la même chose. Un point central de cette lutte, c'est l'éducation. Parce qu'en fait, après en fouillant un petit peu, pour être franc, je me suis rendu compte qu'elles ne connaissaient pas grand-chose. Il manquait beaucoup d'histoire, beaucoup de connaissances. Et c'était un survol un peu généraliste et l'information des réseaux sociaux et des headlines, quoi. Mais l'éducation... Est-ce qu'il faudrait presque que ce soit inscrit dans l'éducation à l'école, ou ça l'est déjà peut-être ? Est-ce que ça l'est mal fait ? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à des cours de féminisme ? Déjà, quand on voit les problèmes qu'ont généré
Le genre, ça va être la révolution. Les gens ne sont pas prêts à ça. Enfin, certains ne sont pas prêts. Pourquoi pas? Tentons-le d'abord. Je Ouais. pense que si on ne tente pas, on n'a rien, malheureusement. Il y avait des cours de civisme quand j'étais à l'école. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On parlait des droits fondamentaux et des droits humains. Ensuite, si on a envie d'aller dans des études de droit, on apprend les lois. Je pense que un manuel de féminisme dans toutes les écoles pourrait être dans les bibliothèques. Et je pense qu'il y a quelques écoles, d'ailleurs, qui ont ce genre de littérature. C'est globalement une question de représentativité. Les professeurs doivent transmettre aux enfants la réalité de la vie qu'ils vont découvrir plus tard. Vous êtes quand même malgré tout confiante pour l'avenir? Ah oui. Moi, je suis pleine d'espoir. Vraiment, je suis activiste, engagée. Dans toutes mes attributions, je vois énormément de jeunes filles et de jeunes hommes défendre ce combat. Et aussi, dans ma génération, dans ma famille, je vois aussi d'autres hommes qui portent le combat et j'en suis très fière. Christelle Delarue, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de TLS+, comme celui-ci est terminé, hein, vous avez pu vous en rendre compte. Et bien sûr, continuez à vous informer en regardant Télésud. À très bientôt.